Ça ne vous choque pas, vous, qu'une personne puisse être élue alors que seulement 50% des électeurs sont allés voter? Parce que nous, si, ça nous choque et avec la France Insoumise, nous avons décidé de lancer une commission d'enquête sur l'organisation des élections en France. Cette commission d'enquête, nous l'avons lancée en utilisant notre droit de tirage, c'est-à-dire qu'une fois par an, un groupe politique peut décider de lancer une commission d'enquête et nous, on a choisi de la lancer sur ce sujet parce qu'il nous semble qu'il y a là un enjeu démocratique majeur. Cet enjeu, je le résume avec deux grandes idées. D'abord, il y a la question de l'organisation matérielle des élections, l'inscription sur les listes électorales, l'organisation des bureaux de vote, la distribution de la propagande électorale. Ça, c'est un premier gros sujet de cette commission d'enquête. Et puis, il y a aussi tout ce qu'il y a autour, les discussions sur les sondages notamment, qui sont l'un des enjeux centraux de cette commission d'enquête, parce qu'à la fois, ils se plantent assez régulièrement, et puis qu'ils peuvent avoir une influence sur les élections. Quand un sondage dit qu'un candidat peut gagner et qu'un autre candidat ne peut pas gagner, ça construit une forme de réalité politique. Et ça, c'est une des questions qu'on pose dans cette commission d'enquête. Mais je commence par la première partie, à savoir l'inscription sur les listes électorales. Il faut savoir que dans notre pays, il y a environ 10 millions de personnes qui sont concernées par des problèmes d'inscription. Soit parce qu'ils sont non inscrits, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas voter du tout parce qu'ils ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Ça, c'est environ 2,5 millions de personnes. Et puis, il y a ce qu'on appelle les mal inscrits. Ça, c'est les gens qui ne sont pas inscrits au bon endroit et qui ne peuvent donc pas voter juste à côté de là où ils habitent. Ça concerne quand même 7,5 millions de personnes. Total, donc, environ 10 millions de personnes qui peuvent avoir des difficultés ou même être dans l'incapacité d'aller voter. Sauf que précisément, il y a un sujet qui est posé. Parce que les personnes qui sont mal inscrites, ce sont aussi celles qui ont le plus de chances de ne pas aller voter aux élections. Et ça n'est pas réparti équitablement dans la population française. Les personnes qui sont le plus touchées par les phénomènes de mal-inscription, ça va être les jeunes et les classes populaires. Pourquoi? Parce qu'il y a une plus grande mobilité géographique chez les jeunes, par exemple parce qu'ils vont faire des études, par exemple parce que le lieu d'études n'est pas à côté de l'endroit où habitent leurs parents. Et puis, dans les classes populaires, à la fois parce qu'il y a des mobilités professionnelles par le travail, et puis des mobilités géographiques de logement, parce que notamment, quand on fait des demandes de logements sociaux, on fait pas la fine bouche quand on obtient une réponse positive pour avoir plus de place, notamment pour les enfants, par exemple. On fait pas la fine bouche pour avoir le logement qui serait juste à côté de là où on était. Non, parfois il faut changer de ville, parfois même on change de département, parfois il faut aller assez loin de là où on était avant. Et il faut dire que l'inscription sur les listes électorales, c'est pas forcément la première chose à laquelle on pense. Alors justement, l'un des enjeux de cette commission d'enquête, c'est de faire des propositions législatives pour faire évoluer la loi, puisque moi c'est un peu ma logique. Si l'État est capable de nous retrouver quand on déménage pour nous faire payer nos impôts, il doit être à peu près capable de nous retrouver pour nous permettre de nous inscrire sur les listes électorales. Puis il y a une autre question qui est posée à l'intérieur de cette inscription sur les listes électorales, c'est la question des radiations. Alors là, c'est un sujet que vous connaissez peut-être pas, mais que les habitants de la ville d'Évry, eux, connaissent bien. Qu'est-ce qui s'est passé à Évry? Il y a eu un grand nombre de radiations de personnes des listes électorales, c'est-à-dire que tout simplement, des gens qui étaient inscrits, d'un seul coup, ils étaient virés, on va mettre des guillemets, des listes électorales. Pourquoi? Parce que la municipalité pensait qu'ils avaient déménagé parce qu'ils n'ont pas répondu à un certain nombre de courriers. Il est possible encore à l'heure actuelle de radier des électeurs, des listes électorales, dans la période des 6 semaines où il est par ailleurs impossible de se réinscrire pour une élection nationale. Que ça peut conduire au fait que des gens sont radiés d'un côté par une mairie et ne peuvent pas être réinscrits dans une autre municipalité pour participer notamment à des élections nationales. Dans les 6 semaines précédant le scrutin, il est vrai que la personne ne peut pas se réinscrire ailleurs, et donc si de fait elle n'habite plus dans la commune, elle ne peut plus se réinscrire. Sauf qu'il y a eu des radiations dans un niveau tel que ça peut avoir un impact sur l'élection, et ça c'est justement un des sujets sur lesquels on veut enquêter, mais pas seulement pour la ville d'Évry, pour d'autres villes qui sont concernées par ce phénomène-là. La question des radiations, parce que vous l'avez dit à juste titre, les communes ont un pouvoir de radiation, et dans un certain nombre de cas, on a vu des niveaux de radiation qui sont presque nucléaires, si j'ose le jeu de mots, mais où il y avait des radiations très très importantes sur les listes électorales, sans qu'on sache nécessairement si une personne est inscrite par ailleurs dans une autre commune. Autre phénomène qui nous intéresse, c'est la question de l'information, la distribution des plis électoraux. Vous le savez, quand il y a une élection, vous recevez un courrier avec écrit « Urgent élection » et plein de programmes à l'intérieur. Parfois, il y a des problèmes de distribution de ces courriers électoraux. Donc, si vous regardez pas la télé, vous regardez pas les réseaux sociaux, et puis que vous n'avez rien reçu, comment être correctement informé de l'élection? C'est l'un des sujets auxquels on s'intéresse. Il y a enfin la question de l'organisation matérielle, notamment de celle des bureaux de vote, parce que comme il y a de moins en moins de gens qui sont prêts à tenir des bureaux de vote, il y a une logique de diminution du nombre de bureaux de vote ou de fermeture
plus tôt de certains bureaux, parfois même des fermetures plus tôt entre l'élection européenne qui était en juin de l'année 2024 et puis l'élection législative qui était en juin-juillet de la même année. Là, vous avez une diminution du nombre de bureaux de vote là, vous avez une fermeture plus tôt de certains bureaux de vote entre deux élections. Donc, vous imaginez bien qu'il y a des gens qui se pointent au bureau de vote, qui constatent qu'il est fermé et que ça agace un peu de ne pas pouvoir aller voter, notamment pour une élection aussi importante que l'élection législative. Ça, on s'y intéresse, notamment pour un certain nombre de villes, mais il y a des villes qui font des regroupements de bureaux de vote. Donc, ça veut dire qu'on éloigne les bureaux de vote. Ça a été le cas pour la ville de Toulouse particulièrement. Et donc, on s'intéresse à ces cas particuliers, mais qui disent un certain nombre de choses de l'organisation matérielle des élections en France désormais. Et puis, il y a donc une deuxième partie, celle qui concerne les sondages, les instituts de sondage, l'impact qu'ils peuvent avoir sur les élections. Avec une première idée, c'est comment ça se fait qu'ils se plantent autant. Alors ça, c'est un universitaire qui nous en a parlé, il s'appelle Alexandre Désé, et il nous a notamment utilisé un exemple, il dit « mais si un boulanger faisait une baguette sur deux qui était comestible, est-ce que vous iriez chez le boulanger ?» Les erreurs des instituts sont quasiment constantes. Alors, dans mon livre, effectivement, j'ai fait un petit recensement, je me suis basé sur le cas de la France, j'ai pris toutes les élections depuis 1995. Et j'ai pris les dernières estimations, c'est-à-dire celles qui sont censées être les plus fiables. D'accord ? Alors, toute consultation électorale confondue, depuis 1995, en fait, les estimations des instituts français se sont révélées erronées ou approximatives dans un cas sur deux. Alors, dans quel secteur en fait professionnel on tolère en fait que des individus fassent une erreur sur deux? Imaginons, je ne sais pas, un médecin qui soigne bien un patient sur deux, voilà, un boulanger qui fait une baguette sur deux qui soit comestible, etc. En fait, on ne le tolérerait pas. Là, ce qui est remarquable dans le secteur de l'industrie sondagière, c'est à quel point finalement tous ces éléments en fait sont sans grande importance. C'est un des rares métiers où on considère qu'avoir raison une fois sur deux seulement, c'est à peu près admissible. Et c'est vrai que ça pose question parce que une fois sur deux, c'est quand on arrive dans les sondages qui sont très très rapprochés de l'élection. Mais si on remonte dans le temps, en réalité, ils ont raison une fois sur 8 un an avant. C'est quand même pas énorme. Voire 6 mois avant, on en est toujours à 1 sur 8. Donc vous voyez qu'il y a une question qui est posée parce que ça construit une réalité politique. Et que cette réalité politique, elle est abondamment commentée dans le monde médiatique. Il y a une logique de course de petits chevaux. On dit un tel est passé devant un tel est en dynamique, un tel est en faiblesse. Et on ne parle pas de la question centrale, qui est la question des programmes. Parce que c'est sur un programme, en réalité, qu'on décide d'une élection. La place qui est prise par les sondages dans le commentaire médiatique, mais ça, c'est pas forcément de votre faute. C'est même pas du tout de votre faute, parce que ce sont les médias qui vous commandent des sondages. Mais la place qui est prise par les sondages dans le débat médiatique peut invisibiliser d'autres sujets, les questions programmatiques, les éléments de réponse à de l'actualité chaude par les candidats, où on va avoir plutôt une logique de course de petits chevaux, je résume un petit peu l'idée, mais de course de petits chevaux pour savoir lequel est en tête dans le dernier sondage, plutôt que de savoir que pense un tel du changement climatique, que pense un tel sur les questions de sûreté, que pense un tel sur la question du pouvoir d'achat ou de la retraite. Et on voit bien ensuite combien ça peut avoir des effets majeurs dans la vie démocratique de notre pays. Donc, la question de la fabrique des sondages, de comment ils sont faits, tout ça intéresse de près le législateur parce que ça peut avoir plusieurs impacts sur les élections. Ça a des impacts sur le temps de parole parce que pour évaluer le temps de parole, eh bien, les médias vont regarder les sondages. À quel niveau est une personne pour savoir si elle est représentative, je mets des guillemets puisque les sondages peuvent faire des erreurs, représentative d'un certain courant d'opinion. Mais c'est pas tout. Elle peut aussi avoir davantage de financement, notamment sur la question des prêts, puisqu'on est remboursé dans les élections quand on atteint un seuil de 5%. Donc les banques, elles regardent les sondages en se disant celui-ci va faire plus de 5%, il sera remboursé, c'est pas un mauvais investissement de lui faire un prêt, tandis que celui-ci qui est donné à 2, eh bien lui on va pas lui donner accès au financement et ça crée donc une inégalité potentielle entre les candidats, alors que tout ça, c'est basé sur des sondages, sur des instituts privés qui ont leurs règles propres et qui sont très opaques. Il ne faut pas oublier non plus que maintenant, ce sont en partie sur ces sondages que se basent les banques pour délivrer des prêts aux acteurs politiques, que se base l'ARCOM pour définir la représentativité des partis et des listes, et que se base, c'était une proposition de notre actuel Premier ministre, que se basent également les maires pour accorder leur parrainage. Voilà. Il faut des seuils. Voilà, pour un prêt bancaire, maintenant, il faut avoir au minimum 8% d'intention de vote dans un sondage. Quand on prend conscience de la manière dont sont produits ces sondages, on frémit à l'idée que les sondages puissent avoir
une telle importance. Et justement, c'est l'une des questions centrales qu'on pose dans cette commission d'enquête, puisque comme rapporteur, j'ai des pouvoirs spéciaux d'enquête. Je peux enquêter sur pièce et sur place, notamment dans des administrations publiques. Et il y a une administration publique qui est chargée justement de surveiller la fiabilité des sondages. C'est la commission des sondages, l'équivalent de l'ARCOM pour les médias. Ça existe aussi pour les sondages. Et il y a des questions qui sont posées en termes d'indépendance, en termes de capacité d'action, parce qu'il y a très peu de personnes qui sont employées à temps plein dans cette commission des sondages. Et il y a une question centrale, qui est la question des redressements. Cette question-là, elle est totalement opaque du côté des sondeurs. Les redressements, c'est quoi? C'est que comme les sondeurs, ils ont des difficultés à construire des panels qui sont représentatifs de la population, comme il y a plein de gens qui veulent pas répondre aux instituts de sondage, ils sont obligés de corriger. Par exemple, je vais vous donner un exemple. S'ils ont moins de jeunes, ils vont donner plus de poids aux jeunes qu'ils ont dans le sondage. Sauf que ça crée plein de distorsions, plein de biais. Et il y a un sondeur qui nous a dit que oui, bon, ça peut faire des variations de 1 ou 2 points chez un candidat. Pardon, mais s'il y a 2 candidats qui ont 2 points d'écart et qu'il y en a un qui prend moins 2 et l'autre qui prend plus 2, justement, ça fait qu'ils sont pas à la même position. Et dans un certain nombre de cas, ça peut jouer la question du second tour. On l'a vu d'ailleurs dans l'élection présidentielle de 2022. Nous, évidemment, les Insoumis, on y est très intéressés parce qu'il se trouve qu'on est ceux qui sont tout le temps sous-estimés par les sondages. Alors ça nous intéresse un peu de savoir pourquoi il peut y avoir de tels biais dans les sondages et comment on peut éventuellement les corriger, parce que sur ce sujet-là, le législateur peut avoir un impact, les sondages sont réglementés et donc c'est aussi une histoire d'intérêt général et d'intérêt public de savoir comment tout ça se passe et de réglementer pour que ça soit correct pour l'information des citoyens. Quand on vient sur la question des redressements et notamment sur la question des redressements politiques, et c'est un peu une constante des sondages, il y a souvent un échantillon brut qui est très inférieur pour un candidat en particulier qui est Jean-Luc Mélenchon. Ici, on a un échantillon brut de votants Jean-Luc Mélenchon 14,7%. Or, il a réalisé 21,9%, donc on a quand même un assez fort écart par rapport au réel. Et surtout, il y a une question qui est centrale, c'est la question de la transparence. Parce que les sondages peuvent éventuellement se tromper, mais si vous avez accès aux données, vous pouvez, par votre esprit critique, vous dire « Ah tiens, là, il y a ça qui peut être interrogé, la taille de l'échantillon, la fiabilité de cet échantillon, etc. etc. » Voilà un peu toutes les questions qu'on essaye de traiter dans cette commission d'enquête. On vous fera des points un peu plus réguliers pour vous dire ce sur quoi on aboutit. On vous invite du coup à vous abonner à la chaîne du groupe parlementaire pour pouvoir suivre non seulement cette commission d'enquête, mais l'ensemble du travail parlementaire de la France Insoumise. Il est très fourni, comme vous le savez sans doute, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez informé des prochaines publications.